Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue M. René Doyon, qui est professeur au département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de cette même université. Il est aussi directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic, où est formée la future génération d'astronomes québécois et où on met au point d'importants instruments d'observation. Natif de Thetford Mines au Québec, il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en physique à l'Université de Montréal, puis son doctorat en astrophysique au Imperial College London en 1991. Ses principaux champs de recherche sont l'étude des exoplanètes ainsi que le développement d'instruments astronomiques d'avant-garde spécialisés dans la détection et la caractérisation des exoplanètes. En novembre 2008, son équipe est parvenue à photographier pour la première fois une exoplanète, un exploit qui a fait sensation à travers le monde. En ce qui concerne le sujet de ce balado, René Doyon est le chercheur principal pour l'un des 4 instruments scientifiques dont est doté le télescope spatial James Webb. Appelé NIRISS, cet instrument est conçu pour notamment détecter l'atmosphère des exoplanètes afin d'en déterminer la composition chimique. Le professeur Doyon sera par conséquent l'un des utilisateurs de ce télescope. Il est de ce fait particulièrement bien placé pour nous parler du télescope Webb qui, si tout va bien, prendra sous peu la relève du fameux télescope Hubble. Claude l'a interviewé le 17 août 2021. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bon voyage dans l'espace! Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de faire un nouveau balado, de vous revoir à nouveau. Juste pour situer les choses, le 24 avril 1990, un équipage de la navette spatiale plaçait en orbite autour de la Terre le télescope spatial Hubble. Ce fut le début d'une véritable révolution astronomique, une révolution qui s'étend depuis maintenant une trentaine d'années. Et maintenant, si tout va bien, d'ici peu, une fusée Ariane 5 devrait s'envoler du centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, pour aller placer en orbite autour du Soleil le télescope James Webb. Et ce télescope, évidemment, il est muni des plus récents instruments à la fine pointe de la technologie et d'un miroir beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que celui du télescope Hubble, ce qui devrait ce télescope-là devrait aussi nous apporter une nouvelle révolution. Entre autres, le télescope Webb devrait nous permettre d'observer les premières galaxies, celles qui se sont formées peu après le Big Bang, là, il y a environ 12,7 milliards d'années, le fameux Big Bang. Donc, on devrait pouvoir, grâce à ce télescope-là, observer les premières galaxies et aussi, il est conçu pour scruter l'atmosphère des exoplanètes. Non seulement on va pouvoir repérer des exoplanètes comme on le fait depuis maintenant 25 ans, mais là, on va pouvoir scruter l'atmosphère. Et pour en parler, j'ai vraiment le bonheur d'avoir l'un des principaux chercheurs associés au télescope Webb. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir s'entretenir avec quelqu'un associé aussi près avec ce télescope-là. J'ai donc le plaisir d'accueillir René Doyon. Bonjour René. Bonjour. Merci de vous accorder de votre temps. Je sais que vous êtes super occupé. J'apprécie le fait que vous nous accordiez un peu de votre temps. Ça me fait plaisir. Parfait. Dites-moi, avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. J'aimerais que vous me racontiez comment, dans votre jeunesse, vous en êtes arrivé à vous intéresser aux sciences et éventuellement à l'astronomie. En fait, c'est venu assez naturellement et je dirais assez jeune dans ma vie. Là, j'étais déjà en 6e année que je m'intéressais aux sciences, mais en particulier, j'avais reçu un cadeau de mes parents, un cadeau qui était un kit d'électronique. Je vais faire des expériences sur 65 en 1, là. Je l'ai encore d'ailleurs. Oui, OK. Et ça a été vraiment un révélateur pour moi. L'idée de pouvoir construire des choses, faire des projets différents. J'étais vraiment fasciné par ça. Et au secondaire, mon intérêt pour les sciences
cristallisé. Je faisais aussi de la musique. Je viens d'une famille de 6 enfants où la musique est très importante. Donc, je jouais du violon. Au secondaire, je jouais du saxophone. Mais c'est au secondaire que j'ai découvert une passion pour les sciences et vers la fin du secondaire, vers la physique. Donc, j'étais vraiment fasciné par de pouvoir lire des livres où il y a des équations que je comprenais pas. Je comprenais que ces équations-là permettaient de pouvoir décrire l'univers qui nous entoure. Et ça me fascinait complètement. Et donc, je me sens en fait privilégié d'avoir eu cette passion pour les sciences très, très tôt dans ma vie. Très, très tôt, dès l'adolescence, je savais que je voulais être professeur de physique dans une université parce que c'est la seule façon pour moi de vouloir assouvir cette passion-là. Et c'est vraiment vers la fin du secondaire que ma passion davantage pour l'astronomie s'est cristallisée et au cégep en particulier. Je me suis acheté, je m'étais payé un petit télescope dans la cour de chez moi. Je suis natif de Tuttle Mines, donc un endroit avec un ciel relativement sombre. En tout cas, du moins, on n'a pas besoin d'aller loin pour en avoir. Et donc voilà, c'est venu tout à fait naturel. Il n'y a pas, dans ma famille, je viens d'une famille où l'éducation est importante, mais il n'y avait pas de scientifique comme tel. Je suis le seul scientifique dans ma famille. Oui, OK. Et là, donc, vous avez fait vos études en astronomie, vous êtes devenu astronome. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes passionné pour les exoplanètes? Évidemment, un champ que je trouve absolument passionnant personnellement, mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, aux exoplanètes? En fait, vous l'avez bien souligné, les exoplanètes, c'est un domaine de recherche quand même assez récent. Hein? Ça fait seulement un quart de siècle qu'on les étudie. Donc, moi, ma carrière a commencé davantage dans l'astronomie infrarouge. Et vous allez le voir, il y a un lien important avec le télescope Webb, c'est pas un hasard. Et donc, j'ai fait d'abord un baccalauréat en physique à l'Université de Montréal, ensuite une maîtrise avec mon mentor, mon collègue maintenant ici, encore ici à l'Université de Montréal, Daniel Nadeau, qui était un des rares experts d'astronomie infrarouge qui commençait à prendre naissance dans les années 80. Alors, j'ai fait une maîtrise sur un projet d'instrumentation, aussi un lien important avec le télescope Webb. Mon collègue Daniel, mon mentor de l'époque. Et, écoutez, j'étais passionné par cette nouvelle section d'astronomie, l'astronomie infrarouge, donc l'astronomie qui étudie la lumière infrarouge, donc au-delà du rouge que l'œil humain ne peut pas détecter. Donc, c'est seulement vers la fin des années 80 que les technologies infrarouges vont commencer à émerger. Mais il y avait quand même relativement peu d'expertise au Canada dans ce domaine. Et donc, moi, je voulais faire un doctorat. Et un des endroits dans le monde qui était bien pour ça, c'était Londres, l'Angleterre. Les Anglais étaient des pionniers. Donc, je suis allé faire mon doctorat au Imperial College of Science and Medicine à Londres, ce que les Européens appellent le MIT de l'Europe, là. Et donc, en fait, mon sujet de thèse était davantage sur l'astronomie extragalactique. Donc, j'ai étudié des galaxies en collision dans le domaine infrarouge avec des programmes d'observation à Hawaï notamment. Et j'ai eu mon doctorat en fin 90 et je suis revenu comme chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal avec mon mentor, Daniel Nadeau, qui, lui, avait commencé un projet de construire une nouvelle caméra, une caméra infrarouge, la toute première au Canada. Elle s'appelait Monica, pour la Montreal Infrared Camera et pour l'Observatoire du Mont Mégantic. Et Daniel avait besoin d'aide pour développer la caméra. Donc, moi, j'avais déjà quand même d'expertise avec ma maîtrise en instrumentation et aussi un PhD maintenant en astronomie. Donc, j'avais tout le bagage pour faire ça. Alors, bon an, mal an. Et là arrive 1995. 1995, ça a été un moment absolument marquant avec 2 découvertes importantes. La première découverte d'une exoplanète autour d'une étoile. Et aussi la même année, la découverte d'une naine brune. Donc, les naines brunes, ce sont des étoiles manquées, des étoiles qui n'ont pas suffisamment de masse, pas assez de masse pour allumer des réactions nucléaires dans leur cœur. Donc, on suspectait l'existence de ces corps célestes-là, mais on n'avait pas encore vraiment détecté. On les appelle les naines brunes pour toutes sortes de raisons, là. Mais ce sont des objets essentiellement faibles qui émettent surtout dans le domaine infrarouge. Okay. Et en fait, cette nouvelle naine brune-là, je fais grâce des détails, mais on avait détecté la présence de méthane dans l'atmosphère de cette naine brune-là. Et avec ça, et on s'attendait aussi que les planètes géantes, qu'on détectait déjà par d'autres techniques, devraient avoir du méthane dans leur atmosphère. Et là, avec d'autres collègues à l'Université de Montréal, René Racine, notamment l'ancien directeur du Mont Mégantic, on a commencé à rêver, en fait, à trouver des façons de détecter ces exoplanètes par une technique d'imagerie
différentiel, qui était à l'époque absolument vraiment là dans le champ gauche. Là. Personne ne pensait à ça. Là. C'était pas une technique qui était reconnue par tout le monde, là, mais qui s'est développée au fil des ans. Alors, c'est un projet qui s'est décliné sur plus d'une décennie, et en particulier avec des étudiants qui sont joints dans mon équipe au début des années 2000, Christian Marois, plus tard David Lafrenière. Et toute cette recherche-là, c'est développé des nouvelles techniques d'observation pour pouvoir observer des exoplanètes de manière directe. Et donc, c'est comme ça que au fil des ans, en fait, un programme de 10 ans à peu près, on a réussi à développer des techniques d'observation qui nous ont permis de prendre le premier cliché d'exoplanète. Oui, donc, c'est vraiment une découverte. La découverte en 1995, moi, j'ai décidé, OK, là, ça, c'est trop fascinant, et j'ai carrément changé de domaine de recherche complètement, de passer d'astronomie extragalactique à l'astronomie stellaire et plus spécifiquement les exoplanètes. C'est intéressant parce que ce que vous me racontez, c'est un enchaînement éminemment logique. Tout vous amène vers où vous en allez maintenant. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas un hasard, effectivement. C'est mon parcours dans l'infrarouge qui a fait que j'ai pu participer au télescope Webb éventuellement. C'est ça. Comme vous l'avez mentionné il y a quelques secondes, en 2008, votre équipe est parvenue à photographier, à prendre la première photo d'exoplanète. Et on pense souvent à la photo d'une exoplanète, mais en fait, vous l'avez même repéré trois pour le prix d'une. Oui, ça a été vraiment une surprise. Donc, on rêvait de prendre une image. Et tout ça s'est fait à partir de deux développements importants. Le développement de l'optique adaptative, donc une technique qui permet de corriger la turbulence atmosphérique. Il faut comprendre que l'ennemi juré, les astronomes, c'est l'atmosphère terrestre. Quand on regarde une étoile ou n'importe corps céleste dans un télescope, l'image est embrouillée à cause de la turbulence. C'est le même phénomène là, si vous regardez votre grille-pain, là, vous regardez l'image qui est chaud, là, on voit un peu des vagues. Là. C'est le même phénomène. Et donc, au début, fin des années 90, on a développé ce qu'on appelle l'optique adaptative, qui est une technique qui permet de pouvoir corriger en temps réel la turbulence atmosphérique. Donc, c'est comme si vous preniez le télescope sur Terre et vous l'amenez dans l'espace. Donc, ça a été une véritable révolution qui a permis d'améliorer, de davantage concentrer la lumière sur un point lumineux. Et qui dit concentrer la lumière nous dit de meilleures chances de pouvoir détecter des planètes qui sont juste à côté. Mais ces techniques-là ne sont pas parfaites. C'est-à-dire, elles corrigent l'image, mais il reste encore beaucoup de défauts, des artefacts dans l'image. Et ce qu'on a développé au sein de mon équipe, avec notamment Christian Marois, qui un jour a eu une idée absolument géniale, là, d'opérer un télescope d'une manière très différente, c'est de pouvoir corriger les artefacts dans les images. En fait, non seulement les corriger, mais les éliminer. Et donc, tout à coup, avec cette technique-là, qui est simplement une façon d'analyser les images qu'on obtient ou d'opérer un télescope différemment qu'on l'opère normalement, là, on a pu améliorer les performances de détection d'objets faibles autour d'une étoile brillante de presque un facteur 100. Okay. Donc là, on était dans une position vraiment privilégiée. On était les seuls au monde à avoir cette technique-là. Bien sûr, on partageait ça avec les autres et il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle parce que, à l'époque, la façon de trouver des exoplanètes, c'était avec une technique qu'on appelle la coronographie qui a pris de l'ampleur après. Mais encore une fois, on arrivait un peu dans le champ gauche avec cette technique-là. Mais ça, c'est dit, on a pu obtenir du temps d'observation et donc 2 doctorats plus tard avec aucune détection. Finalement, le 14 juillet, je reçois un Skype de Christian, qui est maintenant chercheur postdoctoral en Californie. Il dit, René, assis-toi comme il faut parce que j'ai une image à te partager. C'était la première image qui venait de réduire dans l'avion là, de HR 8799. Il n'y en avait pas une, il y en avait 3. Ben, c'est ça. Et plus tard, il y en a une 4e qui s'est pointée. Quand Christian a fait d'autres observations, on a pu trouver une 4e image. Donc, ça a été, évidemment, cette découverte-là a vraiment changé ma carrière. Et c'est arrivé à un moment aussi assez charnière, on pourra en parler plus tard, dans le développement de Webb aussi, où le développement d'instrumentation pour les exoplanètes s'est vraiment accéléré. OK. Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir photographié une étoile comme ça puis de réussir à découvrir des planètes? Est-ce que ça permet juste de découvrir des planètes ou ça permet de retirer plus d'informations qu'avec d'autres techniques?
En fait, il y a plusieurs raisons. Mais il y a un élément très sentimental, les humains, notre principal sens, c'est la vue, n'est-ce pas? Vous voulez voir. De voir les choses, c'est très important. Mm-hmm. Mais plus fondamentalement que ça, l'objectif ultime de la recherche sur les exoplanètes, n'est-ce pas, c'est de trouver de la vie ailleurs. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et une façon qui est anticipée, c'est de pouvoir prendre des images de ces exoplanètes-là. Et plus spécifiquement des spectres, c'est-à-dire disséquer la lumière des exoplanètes qu'on détecte pour en faire un spectre. Et de ça, ça nous donne l'information sur leur atmosphère. Et c'est comme ça qu'on peut déduire s'il y a de l'activité biologique. Par exemple, on peut détecter l'oxygène, le méthane, le CO2 qui constituent l'atmosphère. Et donc, une technique pour le faire, il y en a, c'est pas la seule, c'est l'imagerie. C'est d'être capable de pouvoir prendre des images. Donc ça, prendre des images, c'était en fait un Graal. Et bon, on savait qu'on ne pourrait pas commencer par des planètes terrestres, on pouvait juste commencer par des planètes relativement géantes et des planètes très, très chaudes aussi. Et on savait aussi qu'il fallait le faire dans l'infrarouge parce que c'est dans ce domaine-là du spectre électromagnétique qu'elles émettent leur lumière. Donc, ça a été extrêmement important comme découverte parce que c'était la première fois qu'on arrivait à le faire. Et donc, ça montrait que, il y avait une voie pour le faire encore une fois plus tard dans le futur, espérons-le, sur des objets un peu plus faibles. On va parler un peu maintenant des télescopes spatiaux, des télescopes terrestres. Ça fait une bonne soixantaine d'années qu'on place dans l'espace des télescopes spatiaux, certains très spécialisés pour étudier, par exemple, pour observer le Soleil ou pour observer l'univers dans certaines longueurs d'onde. Il y a évidemment le télescope spatial Hubble. J'aimerais vous me parler un peu, c'est quoi les avantages de placer un télescope dans l'espace? Vous l'avez mentionné que l'atmosphère terrestre est un peu l'ennemi des astronomes, mais qu'est-ce qu'il y en est dans l'espace? C'est quoi l'avantage de placer des télescopes dans l'espace? Celui-là en est un extrêmement important, là, de pas avoir la turbulence atmosphérique ça permet d'améliorer les performances d'un télescope d'une taille donnée par un très grand facteur, quasiment un facteur 100, là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Bien sûr, il y a la question du jour-nuit, là. Quoique, dans l'espace, Hubble, il tourne autour de la Terre en 90 minutes, donc il ne peut pas observer tout le temps. Il y a des contraintes avec la Lune, avec la Terre. Donc, typiquement, Hubble peut observer à peu près 20-25% de son temps là, dans l'espace. Mais l'autre avantage, et là, c'est en lien aussi avec le télescope Webb, c'est que lorsqu'on commence à observer au-delà du domaine visible, ça, c'est le domaine d'observation principal de Webb, pas Webb, mais Hubble. Hubble observe surtout dans le domaine visible, mais le télescope Webb, lui, observe dans le domaine infrarouge. Et là, dans le domaine infrarouge, ce qui émet de la lumière infrarouge, c'est tout ce qui est chaud. Mm-hmm. Et donc, tout ce qui a une température, en fait. Et donc, ce qui veut dire que n'importe quoi émet de la lumière dans l'infrarouge. Donc, par exemple, nous, moi, si on avait des yeux qui détectent la radiation infrarouge à 10 microns, c'est la longueur d'onde de cette lumière-là, on brillerait dans le noir. On serait très, très brillant. Et ce qui veut dire que faire de l'astronomie infrarouge, c'est extrêmement difficile pour toutes sortes de raisons, notamment parce que tout émet de la lumière. C'est comme si l'analogie avec un télescope optique, là, on parle, mettons, du télescope du Mont Mégantic, là, c'est qu'on accrochait des néons sur la structure du télescope durant la nuit pour observer. Ça serait pas très malin de faire ça, n'est-ce pas? Absolument. Parce que ça verrait de la lumière parasite. Mais en fait, tout le ciel émet une radiation parasite. Et donc, pour diminuer cette lumière-là, il faut aller dans l'espace. OK. Est-ce qu'il y a des inconvénients d'avoir des télescopes dans l'espace? Bien sûr. Le plus évident, c'est le coût, n'est-ce pas? OK. C'est pas évident. Ça prend des technologies particulières pour envoyer des télescopes dans l'espace. L'espace est un environnement extrêmement difficile au niveau des radiations. Donc, c'est pas facile de construire des instruments qui vont survivre relativement longtemps là, dans l'espace. Donc, ça se traduit par les coûts, n'est-ce pas? Ça prend du temps, ça prend plus de temps. Et plus on les envoie loin, plus ça coûte cher aussi. Oui. Et s'il y a un problème mécanique, on peut pas le réparer à distance. Ça, c'est l'autre inconvénient. On l'a fait avec Hubble. Hubble a été lancé avec la navette spatiale. Donc, plusieurs fois, on est allé le réparer. Et le télescope avait été fait de manière modulaire pour changer ses instruments. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et comme on le sait très, très bien, peu après le lancement de Hubble, on s'est rendu compte qu'il était myope. Mm-hmm.
Il y avait un petit problème avec son miroir primaire et on a dû envoyer un autre instrument pour pouvoir corriger les aberrations. Et donc ça a été un avantage absolument considérable de ce télescope-là, la possibilité d'aller pouvoir le réparer à peu près en moyenne à tous les 5 ans. Là. C'est ça. On utilise quand même néanmoins des télescopes encore sur Terre. Ils ont beaucoup leur utilité. C'est quoi les avantages des télescopes terrestres par rapport aux télescopes spatiaux? Ben, c'est encore lié, en fait, avec le coût, c'est que on peut en construire des plus grands. Et d'ailleurs, la poussée présentement au sol, c'est de construire des télescopes géants, des télescopes de 30, de 40 mètres. Là. Le Canada est déjà dans un projet, le télescope de 30 mètres, le TMT, le 30 Meter Telescope. Les Européens ont le leur aussi, un télescope de 39 mètres qui sera déployé vers le milieu de cette décennie-là. Là. Donc, ça coûte cher, mais par surface collectrice de miroirs, beaucoup moins au sol que dans l'espace, pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, évidemment, si ça brise au sol, ben on envoie quelqu'un avec un ratchet, là, puis on les répare. C'est ça. Donc, mais évidemment, on a tous les désavantages associés avec la turbulence atmosphérique, mais on a aujourd'hui des techniques pour pouvoir corriger ça. On a les technologies pour corriger ces aberrations-là. C'est ça. Un autre avantage, j'imagine, c'est que vous pouvez régulièrement remettre à jour les instruments, changer les instruments, mettre des caméras de plus en plus perfectionnées, ce qu'on peut pas faire une fois qu'un télescope est lancé dans l'espace. Tout à fait. Et je suis content que vous souligniez parce que on pense souvent au télescope, on pense d'ailleurs davantage au miroir, hein, ouais. Collecte la lumière. Et bien sûr, c'est ce qui définit la puissance du télescope dans une grande partie. Mais une autre composante extrêmement importante des télescopes, ce sont leurs instruments, la façon qui vont collecter la lumière, qui vont l'analyser. Et ça, c'est un développement qui se développe constamment. Là. Donc, il y a des nouvelles technologies qui se développent et donc, on peut améliorer les performances des télescopes à travers l'instrumentation. Donc, c'est extrêmement important. Exactement. On va parler brièvement du télescope Hubble. Je pense qu'on pourra en parler beaucoup, mais on va le faire brièvement. Pour nous, du grand public, c'est un télescope qui a révolutionné notre vision de l'univers, là, les images extraordinaires qu'a pris Hubble. On en parle souvent comme d'un télescope révolutionnaire. Est-ce que pour vous, comme astronome professionnel, c'est un instrument aussi important, un instrument révolutionnaire, ou c'est plus une vision du grand public qu'on a? Oh non, absolument. Non. Du point de vue scientifique, de loin, le télescope le plus performant, tous les indicateurs de performance le montrent en termes de production d'articles scientifiques, de citations. C'est Hubble qui remporte la palme de tous les télescopes qu'on a sur Terre. Donc, c'était une mission, celle encore, extrêmement productive. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que nous a apporté Hubble? Qu'est-ce qu'on a appris avec Hubble? En fait, une des grandes questions que Hubble a voulu répondre, le télescope Hubble fait référence à Edwin Hubble, oui. Celui qui a découvert l'expansion de l'univers. Et en fait, la mission première de Hubble était de mesurer le rythme d'expansion de l'univers. Bon, on sait que l'univers est en expansion avec une certaine vitesse. Et en fait, dans les années 80, cette vitesse-là était un peu controversée. Il y avait deux théories. Il y avait deux écoles. C'était soit 50 ou 100, le chiffre là, de vitesse d'expansion. Et donc, une des missions de Hubble était en fait de justement mesurer le rythme d'expansion de l'univers, ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait dans la même foulée, et ce qui a vraiment pas été prévu, c'est que Hubble a permis de faire des observations qui non seulement ont mesuré l'expansion du rythme de l'univers, mais a montré que l'univers est en expansion. Et ça a été une découverte extrêmement importante qui a d'ailleurs a reçu un prix Nobel, là, donc qui fait référence à ce qu'on appelle la composante d'énergie sombre de l'univers, qu'on comprend pas tellement bien d'où est-ce qu'elle vient. Et donc, c'était une découverte absolument fondamentale que Webb a amenée. Une autre découverte importante qui n'avait pas été prévue du tout, et c'est ça qui est intéressant et troublant avec l'astronomie spatiale et dans une autre mesure, dans une certaine mesure aussi au sol, c'est que Hubble a fait des découvertes extrêmement importantes dans le domaine des exoplanètes. On n'avait pas du tout anticipé que les instruments qu'on a envoyés récemment seraient des instruments très utilisés pour étudier l'atmosphère des exoplanètes. Donc oui, on va le faire avec Webb, on va en parler, mais tout ça a vraiment commencé sérieusement avec les instruments de Hubble. Et encore une fois, on l'avait pas prévu. On s'est juste rendu compte avec l'évolution de la science, l'évolution du domaine scientifique sur les exoplanètes, on s'est rendu compte, tiens, avec l'instrument qu'on a sur Hubble, on pourrait peut-être faire ça. Mais initialement, l'instrument n'avait pas été conçu pour faire ça. En fait, on ne savait même pas qu'on pourrait découvrir des exoplanètes à l'époque où Hubble a été conçu.
Non, exactement. Et c'est comme vous me disiez aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait détecter les exoplanètes avec le télescope du Mont Pic-Antique? Si je m'avais dit ça il y a 30 ans, j'aurais ri de vous, là. Et on le fait de manière routinière maintenant au Mont Mégantic. C'est ça. Donc c'est comme ça que la science avance. Exactement. On est rendu justement au fameux télescope Webb. On va en parler plus en détail, évidemment, puisque c'est l'essentiel du balado. Mais présentez-nous dans ces grandes lignes, pour vous, quand vous le présentez au grand public, qu'est-ce que c'est? Comment vous le présentez, le fameux télescope James Webb? Ben, en fait, c'est un télescope. Évidemment, j'ai pas d'image pour vous le montrer, là, mais il est tellement grand. D'abord, il est beaucoup plus grand que Hubble. Hein. Le Hubble a un diamètre de 2,4 mètres. Webb, c'est 6,5 mètres. Et ça, c'est trop grand pour entrer dans le bout d'une fusée. Donc, il a fallu faire une architecture d'un télescope qu'on peut replier sur lui-même comme une figure d'origami. Et c'est ce qui rend, en fait, ce projet-là très, très, très complexe. Là. Donc, et le miroir aussi est tellement grand que, en fait, on le fait pas dans un seul morceau. Il est segmenté. Donc, il y a 18 segments. On a des télescopes comme ça au sol. Les premiers télescopes segmentés, les plus grands, les télescopes de 10 mètres, les télescopes Keck à Hawaï, ce sont des télescopes segmentés. Donc, ce sont des miroirs hexagonaux collés tous ensemble pour faire une mosaïque. Hein. Et ça a été vraiment une révolution au niveau technologique pour le développement des télescopes au sol. Et c'est comme ça qu'on va faire les télescopes de 30-40 mètres. Et cette technologie nous permet de faire des miroirs beaucoup plus petits et plus légers. Autrement dit, au lieu de faire un seul grand miroir de 6 mètres 50 de diamètre, on en fait 18 petits miroirs qui vont s'assembler ensemble pour faire l'équivalent du miroir de 6,5 mètres, c'est ça? Exactement. Sauf que on doit bien aligner ces miroirs-là. Il faut comprendre que les miroirs-là doivent être alignés ensemble à une fraction de micron. Là. Donc, je vous donne une idée, là, l'épaisseur d'un cheveu humain, c'est 40 microns, à peu près 50 microns. Donc, il faut vraiment aligner ces miroirs-là de manière très, 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 très précise pour qu'ils se comportent comme un miroir monolithique. Alors, l'autre élément important de Webb, et c'est en lien justement avec la lumière qu'il détecte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Webb, en fait, il est spécialisé à détecter la lumière infrarouge, ce que ne fait pas Hubble. En fait, Hubble, on a envoyé des instruments infrarouges à bord, là, mais il était surtout spécialisé pour l'optique. Alors, comme je l'ai dit, la lumière infrarouge, elle est émise partout. Et même le ciel, par exemple, si vous allez dans l'espace, il y a des poussières interstellaires dans notre système solaire. Cette lumière-là, la lumière du soleil est réfléchie et absorbée par ces grains de poussière-là. Et une partie de la lumière est réémise. Les grains de poussière chauffent et ensuite, ils émettent de la radiation infrarouge. Et ce qui fait qu'il y a une radiation de fond importante qui dans l'infrarouge. Donc, on doit protéger le télescope du soleil. Et oui, un autre élément important, c'est que pour détecter la radiation infrarouge, ça prend des détecteurs qu'on refroidit à des températures cryogéniques, dans des températures extrêmement froides. Donc, 30-40 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, moins 270 degrés Celsius. C'est très, 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 très froid. Et donc, on doit toujours protéger. Et donc, pour refroidir le télescope au complet, sinon le télescope lui-même émettrait de la lumière, on doit le mettre à l'ombre du soleil. Hein. Dans l'espace, ou bien il fait très, très chaud, ou bien il fait très, très froid. Ça dépend où est-ce que vous êtes. Si vous êtes au soleil, il va faire à peu près 80 Celsius, il va faire très, très chaud. Mais à l'ombre, si on vous mettez à l'ombre dans l'espace, là, la température de l'univers, en fait, on la connaît bien, c'est 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, il fait très, 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 très froid. Donc, si vous êtes à l'ombre, vous allez vous refroidir naturellement parce que tout ce qui a de la chaleur émet de la radiation infrarouge, donc le corps va se refroidir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place Webb derrière un écran solaire de la taille la taille d'un terrain de tennis à peu près. Il y a 5 couches, qui seront déployées dans l'espace. Et le télescope est du côté froid, du côté à l'ombre. Donc, le télescope ne pointe jamais dans la direction soit de la Terre, de la Lune ou du Soleil. Donc, il regarde toujours le côté sombre. Et de ce côté-là, le télescope va naturellement se refroidir. Et on peut faire les calculs pour montrer que le télescope va se refroidir, va atteindre une température d'équilibre autour d'environ 37 degrés Kelvin. Alors, voilà. Oui. Pourquoi c'est si important d'observer l'univers en infrarouge et non pas en visible comme le faisait Hubble? Pourquoi cette importance? Ah, ça, c'est une bonne question. Surtout que ça semble si difficile d'observer en infrarouge étant donné que tout émet de l'infrarouge. C'est en lien avec la mission scientifique. Alors, historiquement,
Webb a été surtout conçu, en fait, on parle du milieu des années 90, les premiers balbutiements du projet, là, et surtout au début des années 2000. Et à l'époque, on qualifiait Webb, en fait, c'était le Next Generation Space Telescope à l'époque, NGST, et on le qualifiait en anglais de First Light Machine. La machine a détecté les premières lumières. Donc, c'était une machine vraiment spécialisée pour, vous l'avez mentionné, détecter les premières galaxies se sont allumées au début du Big Bang. Donc, on pense que les premières galaxies se sont allumées à peu près quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et ce sont des galaxies qui sont des véritables feux d'artifice, là, qui forment des étoiles d'une manière extrême, là. Et ces étoiles-là, ce sont des étoiles massives qui émettent davantage dans le domaine ultraviolet. Okay. Et cette lumière-là, à cause de l'expansion de l'univers, est décalée vers le rouge. Et tellement que, en fait, elle dépasse le domaine visible pour arriver dans l'infrarouge. Donc, si on veut voir ces galaxies-là qui sont allumées au début du Big Bang, on n'a pas le choix. Le seul endroit pour les observer de manière efficace, c'est dans l'infrarouge. Autrement dit, en visible, elles sont invisibles. C'est vraiment dans l'infrarouge qu'on peut les voir. Exactement. En fait, Hubble a pu en attraper celles qui sont pas très loin, sont relativement moins loin, ils sont quand même très, très loin, là. Okay. Et donc, effectivement, on regarde certaines bandes de couleurs où est-ce qu'on voit rien et tout à coup, oups, il apparaît un signal qui est une galaxie. Et ça, c'est le signe d'une galaxie à très, très haut décalage vers le rouge. Donc, c'est la mission première de Webb de pouvoir détecter ces premières galaxies-là. Et au fil des ans, Webb a commencé ses développements au début des années 2000, mais ça faisait seulement 5 ans que les exoplanètes étaient développés. Mais très rapidement, on s'est rendu compte du potentiel de Webb pour utiliser les exoplanètes qui, elles aussi, on les utilise davantage dans le domaine infrarouge. Et donc, donc le domaine infrarouge, le programme scientifique exoplanète s'est développé un peu plus sur le tard pour Webb. Mais disons que c'est l'autre mission scientifique extrêmement importante et déjà, on sait le quart du temps, il sera dédié dans la première année de James Webb. C'est ça, on va parler un peu plus. Vous avez parlé un petit peu de l'anatomie du télescope. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que c'est un peu bizarre. On est habitué de voir qu'un télescope, c'est un long tube dans le fond duquel il y a un miroir qui concentre la lumière ou le rayonnement capté vers un objectif, soit l'œil humain ou un appareil. Dans le cas de Webb, ça donne une drôle d'apparence. D'ailleurs, on fait un fascicule qui va accompagner le balado actuel. On va mettre des photos. Mais dans le cas de Webb, on a l'impression que c'est une plateforme, une table sur laquelle on a placé une antenne parabolique. C'est un peu l'image qu'on a. Expliquez-nous un peu pourquoi il est fait aussi différemment que le beau vieux télescope qu'on a tous à l'esprit. Ouais, en fait, c'est relié. La première raison, d'abord, c'est l'écran solaire. L'écran solaire lui donne cette allure très particulière, là. La fameuse plateforme, là. Exactement. Ce qui ressemble à une plateforme, là. Ça ressemble à une plateforme, mais c'est pas une plateforme, c'est très, très léger, hein. C'est 5 couches de. C'est une toile. C'est une toile, 5 toiles c'est un écran solaire qui protège, qui permet de pouvoir mettre la totalité du télescope à l'ombre du soleil pour que le télescope puisse se refroidir. Et donc, ça, c'est un élément que Hubble n'a pas. Maintenant, l'aspect tube, si on pouvait le faire, on aimerait bien avoir un tube aussi sur Webb parce que le tube nous permet d'éliminer la lumière qu'on ne désire pas. Hein. De chaque côté, là. Exactement. Lorsqu'on pointe le télescope, on veut la lumière seulement dans la direction qu'on pointe. On ne veut pas de lumière qui arrive dans les autres directions. Et ça, c'est pas génial. Mais bon, le télescope... les instruments sont conçus pour essayer de s'assurer qu'on regarde seulement dans la direction qu'on pointe là. Donc le tube de Hubble, par exemple, là, effectivement, c'est ce qu'on appelle une baffle. Ça permet de pouvoir éliminer la lumière parasite là qui arrive à l'extérieur du champ de vue. Et l'autre élément important aussi de différence, c'est tout l'aspect déploiement. Donc, il faut en fait lancer ce télescope-là dans une configuration complètement différente qu'il est. Donc, c'est pour ça que il n'aurait pas été impossible d'avoir un tube qui pouvoir protéger, mais ça aurait été une structure, ça serait plus de masse et les études ont été faites pour se rendre compte que on pouvait au final s'en passer. Dans la mesure où le télescope est tout le temps à l'ombre, on peut se passer de ce tube-là. Fait que ce qu'il faut retenir, nous, du grand public, quand on voit une image, ce qui nous semble une plateforme, c'est une toile pour nous préserver du soleil, de la chaleur du soleil, de la Lune et de la Terre. Et l'antenne parabolique qui est de couleur dorée qu'on voit, ça, c'est le miroir du télescope.
théoriquement, il y aurait un tube autour, mais techniquement, c'était pas possible de le faire. C'est comme ça qu'il faut le voir. La structure optique, elle est très similaire. Donc, il y a un miroir primaire, n'est-ce pas? Oui. Vous faites référence à l'antenne parabolique. Il y a un miroir secondaire qui éclaire la lumière, et ensuite, la lumière rentre derrière le télescope. Il y a deux autres miroirs qui sont là. Il y en a un autre petit qui est très important, là, mais ensuite, la lumière rentre dans les 4 instruments. C'est ça. Mais le télescope Hubble a la même architecture. Il y a un télescope, il y a un miroir primaire, un miroir secondaire. Et donc, après ça, chaque télescope a ses particularités, mais il y a toujours un miroir primaire et un miroir secondaire dans tous les télescopes. Oui. Une petite question technique pour laquelle je n'ai pas la réponse. Ce qu'on voit sur les dessins, le miroir parabolique est toujours à peu près perpendiculaire à la toile, comme s'il était déposé. Est-ce que il peut être incliné puis être presque parallèle à la toile? Est-ce qu'il bouge par rapport à la toile ou il reste toujours incliné du même angle? Non, en fait, non, il est toujours au même angle, mais ce qu'on fait pour pouvoir, là, j'ai juste les mains pour vous montrer ce que j'essaie de vous expliquer, là. Et en fait, c'est qu'on tourne le télescope, là, dans la direction de la toile pour pointer dans d'autres directions, là. OK. Donc, le télescope, bon, j'ai dit, il peut pas pointer vers le soleil. Il y a comme une certaine tolérance quand même. On peut observer à peu près, 45 à 50 degrés, là, dans la direction. En fait, 5 degrés vers le soleil, puis un 45 degrés loin du soleil. OK. D'accord. La taille de la toile fait en sorte que il y a jamais un petit faisceau du soleil qui vient sur le télescope. Il faut absolument éliminer. Le télescope ne voit jamais. Si vous étiez du côté sombre du télescope, là, vous ne verriez jamais le soleil. Jamais. Enfin, il faut jamais voir le soleil. Exactement. Sinon, le télescope se réchaufferait d'une manière dramatique. C'est ça. C'est ça. Écoutez, bientôt, là, on va lancer le télescope Webb. On va vivre tous un grand moment et un moment de très grand stress. Expliquez-nous un peu le lancement et surtout la mise en place du télescope. C'est une opération complexe qui va se dérouler sur plusieurs semaines parce que justement, au moment du lancement, le télescope est tout recroquevillé sur lui-même. Il est tout replié sur lui-même. On doit donc le déplier progressivement et éventuellement le placer, non pas en orbite autour de la Terre, mais en orbite autour du Soleil, à un endroit très particulier. Racontez-nous un peu comment va se passer les prochaines semaines à la suite du lancement. Oui, alors en fait, au moment où on se parle à la mi-août, là, le télescope est déjà dans sa configuration finale. Il est déjà dans sa configuration de lancement. Et là, on est en train essentiellement de l'empacter là, pour l'envoyer en Guyane française. Donc, le télescope, d'abord, la séquence, ça va être ce que j'appelle les 14 jours de terreur. C'est tout à fait. En faisant référence à la sonde martienne qui atterrit sur les 7 minutes de terreur, là, c'est les 14 jours. Pendant 7 minutes, on perdait contact avec la sonde. Ici, on aura toujours contact avec Webb, mais disons que l'opération critique va se dérouler sur 14 jours. Donc, le déploiement du télescope va se faire sur 14 jours. Vous pouvez aller voir sur le web, il y a une belle séquence, une belle animation qui illustre comment ça va se passer. Et ça se passe très, très vite. Donc, déjà, après 20 minutes après le lancement, les panneaux solaires sont déployés. C'est la toute première chose qu'il faut parce qu'il faut alimenter le télescope en énergie. Avant, le télescope va rouler sur des batteries. Mais ces batteries-là ont une durée de vie limitée, là, au plus quelques heures, là. Donc, on va d'abord déployer les panneaux solaires. Ensuite, on commence le déploiement complexe des voiles de l'écran solaire. Et donc, tout ça va durer 14 jours. Et il n'y aura pas un drone autour là pour nous montrer qu'est-ce qui se passe. Hein? On le verra pas, malheureusement. On va le percevoir, mais on le verra pas. Vous l'avez bien dit, on va le percevoir. Donc, chaque mouvement a des actuateurs pour nous dire, OK, ici, ça fait clic. On sait. Et donc, alors tout ça, c'est une séquence programmée qui a été pratiquée et repratiquée. Donc, il faut comprendre là, que tout ce que je vous décris là, ça ne sera pas la première fois qu'on le fait. On a fait beaucoup de général, on est capable de simuler tout ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on le fait. On le fait depuis plusieurs années. Donc, et on vient juste de terminer une séance de pratique là, du lancement. Donc, pour chacun, pour tester tout ce qui va se passer. Donc, ça va durer 14 jours. Et le télescope, contrairement à Hubble, sera lancé très, très loin, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce qu'on appelle au point de Lagrange numéro 2. Donc, c'est un point à 1,5 million de kilomètres de la Terre qui, si vous êtes là, c'est que vous êtes en orbite solaire et terrestre, dans le sens que vous tournez autour du Soleil, mais à la même vitesse que la Terre. Ce qui fait que vous êtes toujours en ligne avec le Soleil et la Terre.
Et la raison pour laquelle on le fait, c'est pour que Webb puisse tout le temps être à l'ombre du Soleil. Mm-hmm. Donc, contrairement à Hubble, qui lui tourne autour de la Terre en 90 minutes, ben très souvent, le Soleil, il pointe bien sûr sur le télescope. Et ça crée des instabilités thermiques qu'on voit d'ailleurs dans le télescope. Donc, au point L2, en orbite solaire, donc on est dans un environnement beaucoup plus stable. Et c'est ce qu'on veut pour atteindre les températures qu'on souhaite obtenir, 40 degrés Kelvin. Donc, c'est vraiment pour minimiser la radiation parasite infrarouge et d'être tout le temps à l'ombre. Et donc, d'ailleurs, c'est pas le seul télescope qui aurait été lancé là. Il y en a plein, en fait, qui ont été lancés à cet endroit-là. C'est un point intéressant là, pour faire de l'astronomie spatiale. Là. En fait, par rapport à la Terre, le télescope bougera pas. Il va être dans un certain endroit, mais il va toujours faire dos au Soleil, à la Terre et à la Lune. C'est ça l'intérêt. On veut pas jamais qu'il soit exposé aux infrarouges émanant du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc, il va toujours leur faire dos tout en étant, par rapport à nous, situé à la même distance par rapport à la Terre, c'est ça? Exactement. Donc, si on avait un télescope pour voir Webb, là, on verrait pas le télescope. On verrait seulement la partie, là, ce qu'on appelle le boss, là, la partie, la toile solaire et toute l'électronique derrière, là, la partie chaude. Et en quelque sorte, pour que les gens comprennent bien, on va le montrer dans le fascicule, là, on va voir les dessins, mais c'est un peu comme s'il pointait toujours en direction de l'orbite de Mars, puis il regardait vers l'extérieur du système solaire, c'est ça? Oui, en fait, il va pointer en fait un genre d'anneau là, sur le ciel, mais on peut pas regarder dans la direction opposée du Soleil, parce que si on faisait ça, on mettrait le dos aussi du télescope au Soleil, et ça non plus, on veut pas ça. OK. Il y a une bande là qui fait à peu près 45 degrés là sur tout le ciel, donc on peut rouler le télescope là, et ce qui fait qu'il y a des régions du ciel qu'on peut pas observer à tout moment dans l'année, comme sur Terre, n'est-ce pas? Donc il faut attendre parfois là certains endroits du ciel où on doit attendre 6 mois là, pour qu'on puisse observer. Mais il y a des régions qu'on appelle des zones d'observation continue là au nord et au sud là qu'on peut observer tout le temps avec Webb. Oui, c'est ça. On en a parlé un peu, mais parlez-moi un peu plus. Qu'est-ce qu'on espère observer avec Webb? À quoi il va nous servir? Bon, alors on parlait un peu déjà. Donc, la mission principale, une des 2 missions principales, c'est détecter les premières lumières. Hein. Donc, Hubble a réussi à nous approcher peut-être à 5, 600, 800 millions d'années après le Big Bang, mais on a vu des galaxies très très lointaines, mais il y a une limite fondamentale. Hubble ne peut pas détecter les premières galaxies, et c'est ça qu'on veut faire avec Webb. Donc on veut pouvoir prendre en flagrant délit là, ce feu d'artifice cosmique là, le plus spectaculaire de toute l'histoire de l'univers. Et c'est pour ça que Webb historiquement a été conçu, étudier les premières galaxies et plus généralement comprendre en fait l'évolution des galaxies, comment les galaxies passent de ce qu'elles ont été, ce qu'on les voit là avec Hubble et ce qu'on voit avec Webb, aux galaxies qu'on connaît aujourd'hui. Donc on comprend en partie comment ça se passe, mais il y a encore beaucoup à apprendre. L'autre élément aussi, c'est comprendre comment les étoiles se forment, et en particulier les systèmes planétaires, et quelles sont les conditions qui amènent à la vie sur Terre, à la vie sur des exoplanètes, et ce qui m'amène à parler du domaine des exoplanètes. Et donc, le prochain chapitre important qui est déjà en cours sur les exoplanètes, c'est d'étudier leur atmosphère. Donc, l'atmosphère, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est la clé pour pouvoir déterminer s'il y a de la vie à la surface de ces planètes-là. On le sait de manière indirecte en mesurant la composition chimique de l'atmosphère. Prenons l'exemple de la Terre. Oui. Qui comprend beaucoup d'oxygène. L'oxygène vient des plantes, n'est-ce pas? C'est pas un gaz naturel, c'est la vie qui génère ces gaz-là. Le méthane, c'est la même chose. Et donc, et ça, c'est possible de pouvoir détecter l'atmosphère d'une exoplanète à distance, et ça prend des télescopes puissants, optimisés pour la chose, et Webb en est un, et c'est ce qu'on se propose de faire. Et donc, tous les 4 instruments ont été conçus pour faire ça, et en particulier l'instrument canadien. On va voir. Juste qu'on comprenne bien, si on observait une exoplanète, l'atmosphère d'une exoplanète, et on découvrait de l'oxygène libre et du méthane, on pourrait déduire qu'il y a de la vie sur cette planète-là. Si on découvre une atmosphère dans laquelle il n'y a pas d'oxygène libre, il y a peu ou pas de méthane, on pourrait dire qu'il n'y a pas de trace de vie telle qu'on la connaît. C'est un peu ça? C'est un peu ça. Bon, évidemment, en pratique, c'est plus compliqué que ça, là. Oui.
Mais c'est essentiellement ça. Et de la façon qu'on va le faire, on le fera pas en prenant des images, comme j'ai mentionné au tout début. On le fait avec une autre technique qui est très, très puissante, c'est la technique du transit. C'est-à-dire qu'on regarde des planètes qui, par hasard, de notre point de vue, passent devant leur étoile. Donc, elles nous font un clin d'œil, dans le fond. C'est-à-dire dans le moment qu'elles passent devant leur étoile, ça dure typiquement quelques heures, hein, il y a une petite baisse de luminosité parce que le disque de la planète bloque la lumière de l'étoile. Mais il n'y a pas que le disque de la planète qui bloque la lumière. Il y a aussi l'atmosphère de la planète qui va filtrer la lumière. Donc, en prenant un spectre de l'étoile avant, et pendant et après, et en comparant les deux, on arrive à déduire, en fait, le spectre de l'atmosphère de l'exoplanète. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la composition chimique. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. C'est des observations très, très, très délicates qui, comme j'ai mentionné, a commencé à être fait au sol, mais surtout par Hubble. Et il faut être vraiment dans des conditions très, très stables dans l'espace pour le faire bien. Et Webb sera équipé pour le faire. C'est ça. Donc, Webb va surtout observer les premières galaxies et les exoplanètes. Est-ce qu'il va observer un peu tout le reste aussi, un peu comme Hubble? Observer les galaxies voisines, les nébuleuses et autres objets cosmiques? Absolument. On me pose souvent la question, est-ce qu'on aura des belles images avec Webb? Absolument. Les images seront tout aussi spectaculaires avec Webb. Donc, il va observer aussi les planètes du système solaire. Donc, il y a plein de programmes scientifiques qui vont se faire. Il y a des programmes absolument excitants dans le système solaire. Là, on parle des lunes de Jupiter et de Saturne en SLAD, qui ont des geysers, et on va être capable de pouvoir mesurer la composition chimique de ces geysers-là avec Webb. Il y a plein de choses absolument fascinantes que Webb va faire dans tous les domaines scientifiques. Donc, de la même façon que Hubble a révolutionné l'astronomie, je pense qu'on peut dire la même chose que pour Webb, là. Ça va être intéressant. On arrive justement à l'instrument pour lequel vous êtes le chercheur principal, le NIRISS canadien. Petite question, le Canada conçoit deux systèmes. Le système de pointage du télescope et un des instruments pour observer les exoplanètes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou c'est deux systèmes totalement différents? On aurait pu faire l'un ou l'autre, ou le NIRISS est le prolongement du système de pointage? C'est une très bonne question et c'est en lien avec le développement historique du télescope et de la contribution canadienne. Donc, au début, les deux étaient séparés. Donc, historiquement, là, on est au début des années 2000. La programmation, la configuration du télescope est à 3 instruments. Et le Canada a toujours fait des représentations pour avoir son instrument scientifique. Et cette proposition-là a été déclinée au début. Mais donc la contribution canadienne, c'était de faire le système de guidage. Donc, parlons-en un peu pour l'instant, qui est absolument une caméra extrêmement importante. En anglais, on dit mission critical. Alors, essentiellement, c'est que, bon, vous avez votre télescope. Quand vous pointez un objet céleste, une galaxie, une étoile, n'importe quoi, le télescope va être dans l'espace. Et quand vous arrivez à votre objet, il y a encore des vibrations. Hein, donc, donc, les images sont embrouillées. Il faut corriger ce mouvement-là. Et alors, dans le télescope optique, dans le système optique du télescope, il y a un petit miroir derrière là, qu'on peut basculer en temps réel pour corriger les mouvements du télescope. Et qu'est-ce qui anime ce miroir-là? C'est une caméra infrarouge qui est le FGS, le Fine Guidance Sensor, qui est la contribution canadienne, qui, donc, en tout temps, la caméra, lorsque n'importe quel instrument observe, la caméra infrarouge canadienne observe une autre portion du ciel où est-ce qu'il y a plein d'étoiles. On en choisit une, brillante. Et si le télescope bouge, on va voir l'étoile bouger. Donc, alors, 16 fois par seconde, notre caméra détecte la position de l'étoile et envoie un signal de correction au petit miroir pour corriger le mouvement du télescope. Et juste donner une idée de la précision de cet instrument-là, la caméra canadienne va être capable de détecter un mouvement du télescope équivalent à celui d'un cheveu tel que vu à 1 kilomètre. OK. Et donc, il faut absolument que la caméra fonctionne à ce niveau de précision. Sinon, oubliez les belles galaxies, les premières lumières, là, les images seraient embrouillées complètement. Donc, c'est l'équivalent d'avoir un télescope de peut-être 1 ou 2 mètres au lieu d'un télescope de 6,5 mètres. C'est absolument critique. Et donc, c'est sans doute le meilleur système de guisage jamais conçu par l'humanité. Ça, c'est la contribution canadienne. Donc, chaque fois que vous allez voir une découverte, une image, un spectre, une découverte importante de Webb, vous aurez la caméra canadienne qui aura assisté à prendre ces observations-là. Donc, ça,
historiquement, c'est ce que la NASA voulait du Canada, le guideur. Alors, le Canada a fait des pressions pour avoir un instrument. Et la façon que ça s'est négocié, c'est que on avait une contribution dans un des instruments, la caméra NIRCam de construction américaine. Et donc, on fournissait un des modules de cette caméra-là. Et c'est comme ça que ma contribution a commencé. Donc, c'était en fait en 2001, la chercheure principale, Marsha Rickey de l'Université d'Arizona, m'a téléphoné pour me dire René, je fais une proposition à la NASA pour construire la caméra NIRCam. Ça se fait de manière compétitive, tout ça. Est-ce que tu veux joindre à moi? Puis j'aimerais que tu sois en charge des filtres ajustables de notre caméra. Alors, je dis, wow, OK. Je dis, c'est quand le lancement du télescope? C'est en 2008. Ah, ben, OK, c'est bon. Et c'est comme ça que j'ai joint le projet. Donc, j'étais, moi, responsable de la contribution canadienne à l'instrument américain, ce sont ce qu'on appelle des filtres ajustables. Je ne vais pas dans les détails. Et mon collègue John Hutchings, maintenant à la retraite, qui lui était en charge du guideur, un chercheur du Conseil national de recherche. Alors, un an après le début du projet, il y a des dépassements de coûts. À l'époque, c'est un télescope de 8 mètres, pas 6,5 mètres. Et là, on doit couper dans le projet. Et donc, non seulement on va passer à 6,5 mètres, il y a un des instruments MIRI qui est venu à un cheveu d'être éliminé aussi. Mais pour la caméra américaine, on s'est dit, les Canadiens, c'est intéressant ce que vous allez fournir, mais c'est pas absolument critique à la mission scientifique. Donc, on vous enlève. Aïe, aïe. Oui, voilà. Donc, ça a été dur à prendre. Mm-hmm. Mais très rapidement, mon collègue et moi, on s'est dit, on a regardé, peut-être qu'on pourrait mettre les filtres ajustables dans le dos de FGS. Mm-hmm. Donc, dans la même boîte, avoir deux instruments. Et très rapidement, on a fait cette proposition-là. Il a fallu se retourner très rapidement avec toute l'équipe industrielle qui était impliquée dans le projet. Et la NASA a accepté. On dit, OK, on va maintenant intégrer ces filtres ajustables. Là, c'est devenu l'instrument TFI, le Tunable Filter Imager, qui était dans le dos de FGS. Alors, c'est comme ça qu'est né le quatrième instrument canadien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on devait fournir était quand même pas simple. C'était assez compliqué. Ce genre de technologie-là n'avait jamais été dans l'espace, donc on devait faire beaucoup de développement. Et bon, on s'est rendu compte, là, on est rendu autour de 2006-2007, où on se rend compte que, c'est pas sûr que cet instrument-là va fonctionner. Donc, et à un tel point que, à un moment donné, l'Agence spatiale canadienne m'a demandé, écoute, René, c'est pas sûr qu'on va pouvoir lancer les filtres ajustables. Donc, faudrait que tu penses à peut-être considérer un plan de backup pour un autre type d'instrument. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec mon équipe scientifique. On a commencé à se poser la question, OK, comment pourrait-on reconfigurer l'instrument qu'on a construit pour faire autre chose? Et là, c'est là que nos problèmes sont devenus une opportunité. Okay. Dans le sens que il y avait tout le domaine des exoplanètes qui s'était fait depuis maintenant une quinzaine d'années, et les instruments web n'avaient pas été vraiment optimisés pour le faire, bien qu'ils sont capables de faire beaucoup d'observations pour les exoplanètes. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait avoir un mode d'observation qui serait dédié, par exemple, pour étudier l'atmosphère des exoplanètes. Et donc, on a conçu cet instrument-là un peu en catimini. On n'en parlait pas beaucoup. La NASA n'était pas au courant de ça. Mm-hmm. Et en fait, le point tranchant s'est fait là en 2009, où est-ce que, en fait, c'est donné un peu ma décision là, parce que je me rendais compte là, il fallait décider est-ce qu'on propose à la NASA de continuer avec des fils ajustables malgré tous les points qu'on avait, avec le risque que la NASA pourrait décider non, vous êtes trop risqué, on vous lance pas. Et donc, c'était en juin 2009, j'ai proposé au groupe scientifique web ce nouvel instrument-là, qui s'appelle NIRIS, le Near Infrared Imager and Spectrograph, qui est une caméra infrarouge semblable à un instrument NIRCam, qui permet de prendre des images, mais qui a des modes d'observation très uniques que les autres instruments ne peuvent pas faire. Mm-hmm. Et ça a été très, très bien reçu. Le problème, c'est qu'il fallait se revirer de bord très, très rapidement. On est en 2009 et la NASA veut qu'on livre des instruments en 2011, 2012. Il fallait se dépêcher et tout ce qui est spatial, c'est toujours beaucoup plus lent. Mais bon, pour faire une histoire courte, on a finalement réussi à reconfigurer l'instrument dans un autre instrument. Et c'est comme ça qu'est né, en fait,
le quatrième instrument, l'instrument canadien, qui initialement n'était pas prévu. C'est ça. C'est quand même toute une performance parce que ça se fait pas comme ça. Normalement, vous aviez même beaucoup le risque que votre instrument soit rejeté à la dernière minute. C'est le contraire. Vous êtes embarqué à bord un peu après tout le monde. C'est extraordinaire comme histoire, hein? Ben oui, c'est assez particulier. Effectivement, c'est venu un cheveu là, que l'instrument canadien ne vole pas, du moins le module scientifique. La caméra de guidage, bien sûr, a toujours été là. Mais historiquement, d'ailleurs, c'est une des contributions au projet James Webb. Le Canada fournit un historien, Robert Smith, qui est en Alberta, qui en fait c'est un historien des sciences et il suit le groupe scientifique régulièrement. Donc, il va un jour écrire une histoire sur Webb et toute l'histoire que je vous raconte là va se raconter dans les moindres détails aussi. Ça serait intéressant. Est-ce que la caméra NIRISS est conçue spécifiquement pour observer l'atmosphère des exoplanètes ou est-ce qu'elle va faire autre chose? Non, elle va faire beaucoup d'autres choses. Elle va, entre autres, on s'intéresse beaucoup aux premières lumières. Donc, il y a à bord de Webb un instrument qui s'appelle NIRSpec qui est spécialisé pour faire de la spectroscopie et notamment pour faire la spectroscopie de plusieurs objets en même temps pour maximiser l'efficacité des observations. Et bon, je vous fais grâce des détails, mais on le fait en fait avec un appareil assez compliqué qui permet de pouvoir faire des petites fentes là, qui isolent la lumière, qui prend la lumière vraiment spécifique dans le ciel. Et ça, c'est une technologie qui est très compliquée, qui a été développée par la NASA. Et ça, c'est la meilleure façon de faire la chose. Mais le problème, c'est que vous pouvez seulement observer peut-être une centaine d'objets à la fois. Mais il y a un autre mode d'observation où est-ce qu'on ne fait pas ces sélections-là d'objets par des petites fentes, là. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie sans fente, donc slitless spectroscopy. Et donc, c'est une façon complémentaire de pouvoir faire la spectroscopie de toutes les cibles qu'on voit. Donc, pour faire un exemple, en fait, un de nos programmes scientifiques importants, en fait, la moitié de notre temps garanti que nous avons dans l'équipe canadienne, c'est justement pour observer des galaxies, des amas de galaxies dans lesquels on pourra peut-être observer des galaxies très, 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 très lointaines par lentille gravitationnelle. Donc, pour faire une histoire courte, oui, un des modes d'observation de Webb est vraiment spécialisé pour détecter l'atmosphère des exoplanètes et en déterminer la composition chimique. Mais l'autre partie importante, c'est bien sûr étudier les galaxies lointaines. Et il y a un autre mode d'observation aussi important qui est pour faire de l'imagerie au contraste. Et ça, c'est un peu mon background là dans l'imagerie au contraste. Donc, on a un mode d'observation qui pourra faire des images à très grande résolution angulaire. En fait, que ce soit le seul instrument qui pourra le faire avec ce genre de contraste-là. Et donc les problèmes scientifiques qui sont en lien avec les exoplanètes aussi. Donc, on va faire un peu de tout. On va pouvoir surtout faire des exoplanètes et des galaxies à haut redshift. Vous êtes le chercheur principal de cet instrument-là. Ça veut dire quoi? Vous allez disposer de quel pourcentage du temps pour l'utiliser, votre propre instrument? Ben, pour notre contribution, donc le Canada va recevoir 450 heures de temps garanti. Donc, on aura aussi 5% du temps de télescope octroyé d'une manière compétitive. D'ailleurs, le premier cycle de compétition est déjà passé. Le Canada a récolté à peu près ça. Là. Mais donc, alors, les 450 heures, ben, ça nous permet de pouvoir d'observer ce que l'on veut. Et d'ailleurs, à peu près la moitié, il y a 200 heures de ce programme-là qui est dédié à un programme qui est le plus important de tous les programmes d'exoplanètes avec Webb là, pour l'étude d'atmosphère. Donc, c'est un programme qui est mené par un de mes collègues à l'Université de Montréal, David Lafrenière, où est-ce qu'on va observer différents types d'exoplanètes, des planètes géantes, ce qu'on appelle des hot Jupiter, des planètes très, très proches de leur étoile, jusqu'aux planètes des petites planètes terrestres qui sont potentiellement habitables, là, des planètes dont on sait qu'elles ont potentiellement des conditions habitables pour la vie. Donc, on sera véritablement aux premières loges pour observer ces systèmes-là. OK. Que je comprenne bien, vous, votre équipe, vous disposez de 450 heures pour utiliser votre instrument? Voilà. Sur la durée de vie du télescope ou par année? Non, c'est échelonné sur 2 ans. Donc, sur 2 ans, OK. Notre proposition est de le faire dans la première année. Bon, en pratique, ça va vraiment déborder dans la deuxième année, mais le plus gros des observations on anticipe vont être faites dans la première année du télescope. OK. Vous risquez de faire des découvertes extraordinairement intéressantes, hein?
Ça sera une année absolument folle. Les données vont arriver. Après le lancement, on a parlé du déploiement. Là, il y aura une période ensuite de 6 mois de rodage, de tests pour pouvoir s'assurer que tous les instruments fonctionnent tels qu'ils ont été conçus. Ça sera une période très, très intense. Là. D'ailleurs, il y aura les instruments scientifiques vont se caractériser vers le 5e mois là, de cette période-là. Et donc, ce sera presque à temps plein. Là. Et donc, je serai à Baltimore au centre de contrôle pendant toutes ces plusieurs semaines, là, quelque part au mois de mai et juin, là, pour pouvoir avoir les premières lumières de l'instrument NIRIS. Donc, je suis très excité. Ben oui, c'est ça. Est-ce que vous allez être au lancement? Allez-vous assister au lancement? C'est pas encore déterminé, mais c'est pas impossible effectivement que je puisse y participer. Il faut comprendre que c'est très compliqué, hein, un Kourou, c'est pas 4 cas canavéral, là. Et aussi avec la pandémie, donc il y a un nombre très limité de personnes qui peuvent y aller. Donc, exactement. En terminant, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu. Je pense que les gens ne sont pas très au courant, mais Montréal a la chance de disposer d'une des équipes importantes sur le plan international d'études des exoplanètes. On a vraiment un petit joyau, je pense, qui est un peu ignoré des médias parfois. J'aimerais ça que vous parliez un peu de l'IREX, de votre institut de recherche sur les exoplanètes. Ben, écoutez, c'est en lien avec plein de choses et beaucoup avec James Webb. C'est qu'effectivement, on a un groupe de recherche à l'Université de Montréal et maintenant qui déborde largement l'Université de Montréal, qui inclut maintenant l'Université McGill, l'Université Bishop, l'Université Laval, où est-ce que on fait du développement instrumental. On développe des nouveaux instruments spécialisés pour la détection, la caractérisation d'exoplanètes. On est très bien positionné pour Webb. On a eu aussi beaucoup de subventions pour construire d'autres instruments, des spectromètres qui permettent de pouvoir détecter des exoplanètes pour mesurer leur masse, qui est extrêmement complémentaire à ce qu'on va faire avec Webb. Et donc, est venue l'idée de, peut-être qu'on devrait créer un institut pour regrouper tout ce monde-là, aller chercher des ressources. Et l'idée a été proposée, a été généreusement reçue par la famille Trottier. Donc, ils ont généreusement appuyé dans la création de cet institut-là qui a été créé en 2015. À l'époque, on était peut-être une douzaine de personnes, là, en incluant quelques chercheurs, quelques étudiants. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on est maintenant 60 personnes. Donc, c'est un institut qui, de loin, le plus important de ce genre au Canada et très certainement parmi les plus importants dans le monde. On n'a rien envié aux grandes équipes là, de Harvard et de Caltech. On est vraiment dans le peloton de tête là, pour l'étude des exoplanètes. Donc c'est notre mission. Notre mission, c'est de détecter un jour de la vie ailleurs. Ma vision, c'est que ça sera peut-être au-delà de mon horizon professionnel, hein, mais un jour, on va détecter de la vie ailleurs et le Québec aura été parmi les acteurs importants de cette grande découverte fondamentale de l'humanité. Exactement. OK, ce sera l'occasion sûrement d'en parler dans un éventuel balado. Écoutez, on a fait pas mal le tour d'horizon des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter en terminant? Ben, écoutez, juste pour en faire un lien un peu avec l'Observatoire du Mont Mégantic. Oui, absolument. C'est en lien, en fait, avec le fait que les technologies infrarouges sont nées, en fait, dans le dôme du Mont Mégantic avec la caméra que je vous parlais au début, la petite caméra Monica. Et ce n'est pas un hasard si un Québécois est le directeur scientifique de ce programme-là au Canada. C'est parce que l'astronomie infrarouge est née au Québec et plus spécifiquement dans l'Observatoire du Mont Mégantic. Je suis un enfant de l'Observatoire, c'est maintenant moi qui est le directeur. Oui. Mais c'est pour ça que ma collègue Marsha Rickey s'est tournée vers nous pour qu'on se joigne à son équipe pour participer parce qu'elle savait que c'était là, au Québec, il y avait une expertise canadienne dans le domaine infrarouge. Donc, si le Canada fait partie du télescope spatial James Webb, c'est en grande partie, faut dire en grande partie merci à l'Observatoire du Mont Mégantic qui aura formé des chercheurs comme moi pour faire ça. C'est ça. Les gens connaissent le Mont Mégantic, connaissent l'Observatoire comme étant peut-être quelque chose, un peu une curiosité, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un formidable laboratoire de développement d'expertise et d'instrumentation. Hein. C'est un laboratoire extraordinaire, le Mont Mégantic. Exactement. Donc, oui, c'est un site d'observation, mais c'est aussi un laboratoire de développement instrumental qui alimente les grands télescopes de la planète et notamment le télescope spatial James Webb. En fait, ça a été un travail d'équipe. Hein. Le Webb, là, on peut le qualifier comme étant
l'une des machines les plus complexes jamais construites par l'humanité. Et on a pu le faire au Canada grâce à un travail d'équipe absolument exceptionnel. Bien sûr, d'abord, l'Agence spatiale canadienne, hein, c'est eux qui ont fourni non seulement les sous pour construire cette machine-là, mais aussi toute la coordination, la gestion d'un projet, l'industrie de haute technologie au Canada qui a construit l'instrument et bien sûr les universités et le Conseil national de recherche du Canada. Donc, tout ce qu'on avait de bon au Canada, là, on l'a mis ensemble et ça a été un travail d'équipe absolument extraordinaire. Et ça va continuer. Là. C'est pas, évidemment, la partie n'est pas finie. Elle fait que commencer. En fait, je dirais que la belle aventure va commencer dans les prochaines semaines. Là. Absolument. On va se souhaiter bonne chance à tous parce que ça va être très intéressant de suivre la mise à poste du fameux télescope Webb et éventuellement ses premières lumières en principe au printemps 2022. Ça va être un moment très intéressant à suivre toute cette opération-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et j'espère avoir l'occasion de vous reparler en temps et lieu pour suivre un peu les plus récents développements. Ça me fera plaisir. Parfait. Merci beaucoup, M. Doyon. Merci. Au revoir. Merci. C'était une entrevue vraiment passionnante sur le télescope Webb. J'espère que vous avez apprécié. Je veux remercier chaleureusement René Doyon pour son temps et sa générosité. Il nous relatait hors d'onde justement qu'il a peu la chance de pouvoir s'exprimer comme ça en détail sur un sujet. Je pense qu'il a beaucoup apprécié participer à notre émission. Et bien, c'est ça, c'est un avantage énorme qu'on a de faire un balado indépendant de la sorte. On a deux nouveaux patrons sur notre plateforme patreon.com Voyage dans l'espace. Donc, bienvenue à bord à Laurent ainsi que M. Franglet. Merci beaucoup de votre soutien financier. Merci aussi à Dominique Boutin qui a augmenté sa donation à notre projet. Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes sur Patreon de nous soutenir comme ça. C'est vraiment très apprécié de votre part. Comme vous savez, donc pour 5 $ et plus, vous avez nos exclusivités. Dans ce cas-ci, donc il va y avoir un fascicule écrit additionnel pour cette émission, comme le mentionnait Claude durant l'entrevue. Donc je pense que ça va être une bonne lecture, encore une fois, que vous allez pouvoir faire. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.